Bonjour à tous. Ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler du système fiscal américain et comment ceci s'applique à vous. Alors, je commence par remercier le American Chamber of Commerce de nous avoir invités à faire cette présentation. Les règles fiscales américaines sont complexes, mais ce n'est pas le but aujourd'hui de parler de cette complexité. Le but est de simplifier, mais il y a une limite à ce qui peut être simplifié. Alors, certains aspects seront peut-être un peu techniques, mais je ferai de mon possible pour minimiser ces complexités. Et en une minute, donc, comme David indiquait, mon nom est Robert Chaillé, je suis fiscaliste je pratique la fiscalité américaine depuis à peu près 35 ans, plus ou moins quelques jours, et toujours dans un contexte où j'ai assisté les sociétés, les individus canadiens dans leur je dirais, expansion aux États-Unis. Et donc, prendre le temps de bien comprendre la situation de nos clients pour être en mesure de planifier et organiser leurs activités américaines et minimiser les conséquences fiscales. Alors, je cède la parole à Vincent. Alors, bonjour à tous et à toutes. Vincent Allard, je suis avocat, membre du Barreau du Québec depuis déjà très, très longtemps. Et en 1999, je me suis expatrié aux États-Unis. Et en 2001, j'ai lancé Corpomax, qui est une société qui se spécialise dans la création de sociétés américaines. Alors, on a créé à ce jour près de 5000 sociétés américaines. On a des clients dans plus de 50 pays et nous aidons les entrepreneurs, majoritairement francophones d'ailleurs, à faire les affaires aux États-Unis. Et je suis euh, en contact avec Robert Chaillé depuis des temps immémoriaux, qui est un extraordinaire fiscaliste. Il ne m'a pas payé pour vous dire ça, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être quand même intéressant et ça se peut que j'intervienne des fois pour adopter un langage un peu plus humain que celui que Robert va utiliser aujourd'hui. Robert, c'est à vous. Merci, Vincent. Alors, un des défis que j'ai aujourd'hui, autre que la diapo qui ne veut pas changer, alors un des défis aujourd'hui pour moi est de m'assurer de parler de choses qui vous préoccupent. Alors, j'ai commencé par préparer quelques diapos qui parlent du système de façon générale, juste pour intégrer, mais ensuite, ce sera une présentation qui visera spécifiquement les entreprises canadiennes qui font affaire aux États-Unis, qui veulent faire affaire aux États-Unis et même parfois qui ont déjà des filiales américaines ou qui considéreraient avoir une filiale américaine. Alors, le système fédéral, le système fiscal américain, de façon similaire, mais pas identique au système canadien, comprend plusieurs niveaux. Alors, on a le niveau fédéral, donc un gouvernement fédéral. Le niveau des États, 50 États plus le District of Columbia, donc 51 juridictions supplémentaires. On a aussi des villes, j'y reviens à la prochaine diapo, des comtés qui ont des règles fiscales et ce qu'on appelle des agglomérations régionales. Par exemple, dans l'État de New York, la ville de New York a une région métropolitaine qui a aussi son propre impôt sur le revenu. Alors, on y revient pour déterminer quels sont les types d'impôts, quels sont les types de taxes qui s'appliquent à ces entités-là, à ces niveaux de gouvernement. Où je veux attirer votre attention, j'ai commencé en disant fédéral, un niveau, État 50 plus 1 avec le District de Columbia, et j'ai arrêté de donner des chiffres lorsqu'on parle de villes, comtés et agglomérations régionales. En fait, il y a plus de 11 000 niveaux de juridiction fiscale aux États-Unis. Vous avez bien entendu, 11 000 juridictions fiscales différentes, surtout à l'égard des taxes de vente. De ce 11 000, il y en a 1 900 au Texas et il y en a, par exemple, un autre 900 en Alabama. Donc, deux États comptent pour près de 3 000 niveaux d'autorité fiscale auxquels on peut être assujetti à des règles. Alors, déjà, sans avoir parlé de règles fiscales, vous comprendrez que l'administration de ces obligations fiscales, avec plus de 11 000 autorités fiscales, fait en sorte que la gestion de ces impôts et taxes est un peu différente aux États-Unis de ce qu'elle peut l'être pour vous au Canada.
Alors, petite chose à savoir avant de trop s'immerser aux États-Unis et de voir comment gérer ces obligations fiscales. Alors, comment ça fonctionne? On a au niveau fédéral américain, on a un impôt sur le revenu, taxe d'assises, droits successoraux. Taxe d'assises, pour certains, c'est peut-être moins clair. On a, par exemple, des taxes sur l'essence. On aura des taxes sur les camions qui pourraient être importés aux États-Unis. De tout nouveau, depuis 2022, peut-être certains d'entre vous auront entendu, les États-Unis ont adopté une taxe de 1% sur les sociétés publiques qui rachètent les actions de leurs actionnaires. Donc, ça rentre dans la catégorie des taxes d'assises. J'ai indiqué droits successoraux aussi, même si on ne parle pas de société. Évidemment, les actionnaires de ces sociétés qui font affaire aux États-Unis peuvent être assujettis à des droits successoraux. Alors, si on a un peu de temps à la fin, j'y reviendrai. Les droits successoraux sont aussi un élément significatif qui est différent de ce que nous avons au Canada. Robert, Oui, est-ce que cette présentation-là va être partagée après? oui, OK, parfait. oui, Merci. avec plaisir. Alors, le fédéral, ce que vous notez qui n'est pas là, c'est la taxe de vente. Il n'y a pas de taxe de vente fédérale aux États-Unis. Alors, les États, impôts sur le revenu, taxe de vente, droits de succession, des droits de mutation, un peu ce qu'on a, la taxe de bienvenue au Québec, donc des équivalences. Et ce n'est pas une liste exhaustive que vous avez devant vous de toute façon. Les villes, même principe, impôt sur le revenu. Vous faites affaire dans la ville de New York, donc New York City. Vous allez avoir une déclaration fédérale, vous allez avoir une déclaration d'impôt de l'État, vous allez avoir une déclaration d'impôt de la ville de New York City. Alors, je donne New York City, mais il y a plusieurs villes aux États-Unis qui font la même chose. Donc, la taxe de vente, on y revient un peu plus tard. Taxe foncière, évidemment. Taxe sur les biens tangibles. Alors, ça aussi, plusieurs villes ont des taxes sur les biens tangibles, un peu de la même façon que vous pouvez avoir une taxe sur les biens immeubles, donc les taxes foncières, mais sur des biens tangibles, par exemple sur une automobile. Alors, on a ça dans les villes et les comtés reprennent un peu la même chose, des taxes foncières, des taxes de vente et des taxes sur les biens tangibles. L'important ici, c'est surtout la taxe de vente pour les villes et les comtés. Alors, je voulais prendre une minute ou deux pour parler du processus d'adoption d'une loi aux États-Unis, simplement parce que c'est un processus qui est complètement différent du processus canadien. Alors, sans considérer que la culture politique aux États-Unis, elle est aussi particulièrement différente. Et ici, ce que j'ai en tête, c'est le vote selon les lignes de parti aux États-Unis est beaucoup moins présent que ce que c'est au Canada. Un peu moins depuis une dizaine d'années. Les votes selon les lignes de parti est plus fréquent qu'il l'était aux États-Unis, mais c'est assez fréquent d'avoir par exemple, membres du Sénat ou de la Chambre des représentants qui sont élus du côté démocrate, qui voteront avec une idée qui est présentée par les républicains et l'inverse. Alors, surtout lorsqu'il s'agit de lois fiscales, ce sont des choses qu'on voit assez souvent. Alors, sans rentrer dans un cours de politique et de constitution américaine, on a trois niveaux de politiciens qu'on doit considérer à l'égard de l'adoption d'une loi fédérale. Donc, ceux qui sont élus à la Chambre des représentants, donc 435 membres de la Chambre des représentants qui sont élus pour un terme de 2 ans. On a 100 sénateurs qui sont élus pour un terme de 6 ans. Et évidemment, il y a le président qui est élu pour un terme de 4 ans. Alors, ces gens-là, lorsqu'une loi est présentée, elle est toujours présentée par un membre de la Chambre des représentants. Lorsque la Chambre des représentants a voté en faveur d'une loi, le Sénat présente sa propre version de ce projet de loi. Et la plupart du temps, alors lorsque la Chambre des représentants propose une loi, et là je parle de loi fiscale, mais c'est similaire dans d'autres domaines, le Sénat aura sa propre version et les deux chambres votent de façon générale sur une version différente de chacune des deux lois qui peuvent viser le même sujet. Alors, il y a des comités conjoints des deux chambres qui visent à harmoniser ces projets de loi-là pour qu'ils deviennent la même loi dans les deux chambres. Statistique intéressante, approximativement 1% des projets de loi deviennent loi. Pas 90%, pas 50%, pas 10%, approximativement 1%. Donc, sur chaque 100 lois qui sera présentée comme projet, approximativement une deviendra loi.
Alors, on ne suit pas les lignes de parti, on a des choses différentes qui sont présentées par différentes chambres. Alors, ça m'amène au premier réflexe de dire, au Canada, lorsque vous entendez une loi a été proposée à la Chambre des communes, il y a des bonnes chances que ce projet de loi devienne loi. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Il y a peu de chances que ce projet de loi devienne loi. Évidemment, on a beaucoup de lois, donc plusieurs se rendent à destination et deviennent loi, mais la difficulté, c'est d'interpréter lesquelles se rendront plus loin. La dernière ligne de cette diapo, c'est que le président a un droit de veto. Alors, la Chambre des représentants et le Sénat peuvent bien s'entendre sur une loi, voter en faveur. Le président a le droit de dire non, je n'accepte pas la loi. Et le droit de veto, il est global. On peut rejeter toute la loi ou l'accepter au complet. On ne peut pas choisir certains éléments de la loi qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors, c'est assez différent du système canadien dans la façon dont on adopte les lois. Et c'est une question qui m'est posée fréquemment. Robert, j'ai entendu qu'il y avait une loi qui a été proposée. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et je dirais, bon, n'oubliez pas, moins de 1% des lois qui sont proposées sont adoptées. Alors, pour moi, à ce moment-là, c'est une tâche d'aller voir où est rendu le processus d'adoption d'un projet de loi pour savoir si c'est un projet qui devient quelque chose de sérieux. Je mentionnais en 2 secondes le système politique qui est différent, donc est assez fréquent d'avoir les membres d'un parti voter avec l'autre parti. Une des choses qui politiquement était intéressante pour les peut-être un peu plus vieux d'entre vous qui se souviendront, l'année 2000, Al Gore était le candidat du Parti démocrate à l'élection présidentielle. Il a choisi comme co-listier, c'est-à-dire la personne qui serait le vice-président s'il avait été élu, Joseph Lieberman, qui était un sénateur démocrate du Connecticut. Et Joseph Lieberman avait la particularité d'être celui qui avait voté le plus souvent contre son propre parti. De tous les démocrates qui étaient au Sénat, il était celui qui avait voté le plus souvent contre son propre parti dans les années précédentes. Et c'est quand même celui qui avait été choisi pour devenir vice-président si Al Gore avait été élu. Donc, ça donne une idée que dans la culture politique américaine, les lignes de parti sont importantes, mais pas du tout comme c'est le cas au Canada ou au Québec. Alors, ça fait le tour. Je ne veux pas aller plus loin de ce côté-là. Si vous avez des questions, je dirais des questions sur ce sujet-là, gardons-les pour la fin si on a le temps. Pour ce qui vient, si vous avez des questions, posez-les à mesure. Ça va rendre la présentation beaucoup plus dynamique. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On parle donc de l'impôt sur le revenu des sociétés au niveau fédéral, l'impôt sur le revenu des sociétés au niveau des États et de la taxe de vente de façon générale. Et évidemment, chacun de ces sujets-là pourrait faire l'objet d'un programme de maîtrise en fiscalité. Alors, ce n'est pas le but d'aller en détail, c'est de vous donner un aperçu de savoir à quoi une entreprise canadienne qui se lance sur le marché américain doit penser pour réussir cette aventure économique avec succès. Je prendrai quelques minutes encore là dans la mesure où il y a du temps à la fin pour parler de droits successoraux et de règles qu'on appelle guilty et subpart F. Alors, je ne suis pas certain qu'on aura le temps, mais si on a le temps, on pourra parler de ces sujets aussi. Alors, société qui fait affaire aux États-Unis, taux d'imposition fédéral 21 %. C'était 35 % jusqu'en 2017, donc baisse drastique de 35 % à 21 %. C'était la première année de l'administration de Donald Trump. Taux d'imposition corporatif qui ont baissé significativement à ce moment. Robert, est-ce que tu fais la distinction entre une société américaine qui fait affaire aux États-Unis ou une société étrangère qui fait affaire aux États-Unis au niveau du taux d'imposition? Les taux sont exactement les mêmes. Alors, pour une société américaine ou canadienne, c'est le taux qui s'applique à toutes les sociétés qui font affaire aux États-Unis. Bonne question. Lorsqu'on considère les taux d'impôt d'État, donc le deuxième point, 44 États ont un impôt sur le revenu des sociétés. Le taux moyen, donc on voit de 2,5 à 11,5. La réalité, la moyenne est plus autour du 6, 7, 8 %.
Et l'impôt des États est déductible, pas créditable, déductible dans le calcul du revenu imposable fédéral. Alors, ça fait en sorte qu'on se retrouve généralement avec un taux moyen fédéral-État combiné qui tourne autour de 26, 27, 28. Alors, certains d'entre vous sont probablement déjà en train de considérer que c'est la même chose qu'au Canada. Le taux combiné vu au Canada, au Québec, fédéral Québec tourne autour du 26,5, 27. Alors, faire affaire aux États-Unis, l'impôt sur le revenu, évidemment, il faudra penser aux impôts supplémentaires lorsqu'on rapatrie ces montants-là au Canada, mais l'impôt sur le revenu américain est assez similaire à ce que nous avons au Canada. Certains États ont soit pas d'impôts ou des impôts qui sont différents. Alors, j'ai indiqué le Nevada, l'Ohio, le Texas. Alors, Nevada, Ohio, c'est des États qui ont un impôt sur les revenus bruts. Donc, les dépenses ne sont pas déductibles. Le Texas, par exemple, a un impôt sur les marges brutes. Donc, le montant des ventes moins le coût des marchandises vendues. L'État de Washington a aussi une espèce de taxe sur les revenus bruts aussi. Alors, lorsque c'est une taxe sur les revenus bruts, les taux d'impôt sont autour de 1,5 de 1 Ça peut atteindre, alors même je dirais même pas, autour d'1,5 de 1 c'est à peu près le maximum. Le Texas, qui a un impôt sur les marges brutes, donc les ventes moins le coût des marchandises vendues, le taux d'imposition est de 0,75 donc moins de 1 C'est bon à savoir parce que lorsqu'on se rend dans ces États, ça veut dire que même si on a une perte aux fins fiscales, comme l'impôt est calculé sur le montant des ventes, gross receipts, Texas gross margins, ça fait en sorte qu'on aura quand même un impôt à payer. Donc, c'est d'être à l'affût du fait qu'on se retrouve malgré tout à avoir certaines obligations fiscales, mais surtout certains impôts à payer, même si on a des pertes au début de nos opérations aux États-Unis. Alors, lorsqu'on parle des particuliers, le taux d'imposition maximum fédéral est de 37 Les taux d'État varient, comme on le voit, de 3 à 13 Alors, le 13 en Californie, on a des 12 à New York. Ce qui est intéressant, c'est pour atteindre 13 en Californie, il faut avoir des revenus supérieurs à 10 millions de dollars. Pour avoir un taux de 12 à New York, il faut avoir des revenus qui excèdent 25 millions de dollars. Alors, le taux d'imposition marginal, qui au Canada est quoi, autour de 200 000 dollars qu'on est au maximum. Aux États-Unis, ça peut être dans certains États, plus les revenus qui excèdent 10 millions ou 25 millions. Au niveau fédéral, le taux maximal de 37 est atteint lorsque le revenu excède approximativement 500 000 dollars. Donc, 8 États n'ont pas d'impôt sur le revenu des particuliers. Donc, vous avez la liste à l'écran. Et le New Hampshire, même chose, n'a pas d'impôt sur le revenu des particuliers, mais impose seulement les revenus d'intérêt et dividendes. Donc, la possibilité de magasiner ces impôts en déménageant d'un État à l'autre pour un particulier est aussi assez significative aux États-Unis. Alors, lorsqu'on a une entreprise canadienne qui fait affaire aux États-Unis, si je revenais à la diapo précédente, le fait de s'installer dans un État versus un autre, puis là, je ne parle pas le siège social de l'entreprise, je parle pas de l'incorporation, je parle de l'endroit où on a nos activités. Le taux d'imposition peut avoir un impact significatif sur les montants qui reviennent entre les mains des actionnaires. Alors, Robert, oui. j'ai peut-être juste une petite question. J'ai pas vu le Delaware dans vos options. Nous, on utilise souvent le Delaware pour l'anonymat et tout, mais au niveau du taux, j'ai pas en tête, il n'était pas justement avantageux, il fait pas partie de eux qui n'en ont pas. Alors, Euh, la question qui est intéressante, on va en reparler tantôt. Le Delaware est intéressant pour toutes sortes de raisons, mais si vous ouais, avez des activités au Delaware, donc disons que vous avez une usine au Delaware, le Delaware est un État imposable. Il y a un impôt OK, sur le revenu pour les sociétés au Delaware. OK, Par contre, le Delaware est un des rares États américains, peut-être même le seul, j'ai une exception auquel je pense, où lorsqu'on est incorporé dans l'État, on ne sera pas imposable si on n'y a pas d'activité. Alors que exact. l'inverse n'est pas vrai ailleurs. Si je m'incorpore dans l'État de New York, même si j'ai rien d'autre dans l'État de New York, je serai assujetti à l'impôt de New York. Mais si je OK, suis incorporé au Delaware et j'ai rien au Delaware, je ne suis pas imposable au Delaware. OK, Donc, Delaware est un peu exceptionnel dans ce sens-là. Mais ce n'est pas en raison des taux d'imposition. je comprends. Merci. Alors, autre chose à considérer,
d'un point de vue fiscal américain, vous allez, surtout si vous considérez vous installer aux États-Unis, vous allez vous faire dire toutes sortes de choses sur comment fonctionne le système américain. On a besoin d'une corporation, on va parler d'une LLC, on va parler de partnership, on va parler de S Corporation, C Corporation, toutes sortes de termes que vous allez entendre. Et la question n'est pas est-ce que c'est bon? La question est est-ce que ça s'intègre bien au système fiscal canadien? Alors, le cas typique que j'ai dans ma carrière, c'est d'avoir des clients qui viennent nous voir après avoir initialement consulté, disons, un fiscaliste américain du choix du meilleur type d'entité. Alors, ils créent l'entité dont ils ont besoin aux États-Unis sans regarder les considérations internationales pour se rendre compte 1, 2, 3, 4 ans plus tard que c'est une catastrophe, ça leur crée des impôts incroyables ou des obligations fiscales incroyables, des coûts de compliance, de conformité importants, parce que la personne qui a choisi, si on veut, le véhicule fiscal au départ n'était pas nécessairement bien au fait de l'intégration avec le système canadien. Alors, Robert, ce que tu dis, c'est tout à fait vrai parce que souvent, on a de potentiels clients qui nous contactent et qui ont fait un choix d'entité juridique parce que leur contact ou ami ou collègue aux États-Unis leur a dit que c'était très bien. L'exemple auquel je pense, c'est la LLC. La LLC, donc Limited Liability Company, très populaire aux États-Unis, très, très avantageuse au niveau fiscal pour les Américains, mais pas nécessairement pour les entreprises canadiennes qui font affaire aux États-Unis. Et je le dis constamment aux gens, je ne suis pas sûr nécessairement que tout le monde m'écoute, mais je le dis, écoutez, l'expert le plus important en tant qu'étranger quand vous faites affaire aux États-Unis, c'est l'expert en fiscalité américaine qui n'est pas aux États-Unis. Parce que l'expert en fiscalité américaine aux États-Unis est extraordinaire pour les Américains, mais n'a sans doute jamais lu la Convention fiscale Canada-États-Unis et ne connaît pas l'intégration entre les deux fiscalités. Alors, c'est pour ça que l'expert le plus important pour vos activités aux États-Unis, c'est l'expert en fiscalité américaine qui est dans votre pays de résidence. alors, une fois qu'on a compris que ce qui est important, c'est pas de minimiser l'impôt américain, c'est pas de minimiser l'impôt canadien, c'est de minimiser l'impôt total cumulatif entre les deux pays. Il faut bien comprendre que le type d'entité que nous aurons choisi a un impact majeur sur le résultat de minimiser cet impôt total. Alors, dans le système américain, comme dans le système canadien, on a des corporations. Donc, on peut s'incorporer en vertu de la loi de l'un ou l'autre des 50 États américains. On a les partnerships, donc comme ici, des general partnerships, des limited partnerships, des limited liability partnerships. Et j'oublie un peu les traductions françaises, donc société à responsabilité limitée, ou société en commandite. Alors, tout ça existe. Et on a aussi, et je ne l'ai pas indiqué à l'écran, ce qu'on appelle des LLC. Donc, Vincent a déjà fait allusion, Limited Liability Corporation. Alors, c'est un type de corporation fantastique pour les Américains, un peu moins pour les non-résidents. Le nom exact, Robert, c'est Limited Liability Company. Company. Alors, la LLC a une particularité. Donc, c'est une compagnie, pas la même chose qu'une Inc. C'est une autre loi. Tous les États ont une loi sur les LLC. Donc, chacune de ces juridictions offre une loi spéciale sur les LLC qui, aux fins fiscales, fait en sorte que la LLC, donc Limited Liability Company, n'est pas une compagnie aux fins de la loi de l'impôt sur le revenu. Par défaut, une LLC est une entité que, si elle n'a qu'un seul actionnaire, est une entité qu'on appelle disregarded, donc on ignore. Alors, si j'avais une société canadienne qui détenait 100% des actions d'une LLC, aux yeux de la loi fiscale américaine, la LLC n'existe pas, donc c'est la société canadienne qui détient les actifs de la LLC et c'est la société canadienne qui exploite l'entreprise, la LLC, aux yeux de la loi fiscale américaine. Évidemment, aux yeux de la loi fiscale canadienne, la LLC s'est traitée comme étant une corporation et là, ça vient nous créer un enjeu où, aux yeux de la loi canadienne, j'ai une compagnie aux États-Unis et aux yeux de la loi américaine, je n'ai pas de compagnie aux États-Unis. Alors, soit que ça donne des résultats phénoménaux pour éviter de l'impôt, ou ça donne des résultats catastrophiques où on paye 80 ou 90 d'impôts.
Alors, vous comprenez le commentaire initial à l'effet que lorsque on s'improvise, on demande à notre fiscaliste américain qui ne connaît pas les règles canadiennes de dire, oui, j'ai créé une LLC aux États-Unis qui sera détenue par ta société corporation canadienne et se retrouver à la fin et de se rendre compte que la première année où on a un profit, on paye 80 ou 90 d'impôts, que c'était un mauvais choix de type d'entité. Alors, on utilise les LLC aux États-Unis dans un contexte où tout est bien structuré et planifié et on les évite dans les situations où ça donne évidemment des résultats plutôt catastrophiques. J'ai une autre intervention. Ça me rappelle aussi que l'expert en fiscalité américaine qui est situé au Canada va pouvoir conseiller les entreprises canadiennes sur qui devrait être l'actionnaire de la nouvelle société américaine. Parce que ça a une grosse importance. Et ça, ce point-là est inconnu des fiscalistes américains aux États-Unis, mais parfaitement connu. Je vais laisser Robert expliquer cette exception-là tout de suite ou plus tard, mais c'est très important. Donc, non seulement le type d'entité juridique est important pour les sociétés canadiennes qui veulent créer une société américaine, mais aussi qui va être l'actionnaire de la nouvelle société américaine. L'exemple typique, c'est l'exonération de gains en capital aux fins fiscales canadiennes. Alors, lorsqu'une société opérante canadienne détient une filiale américaine, il y a des tests à appliquer pour pouvoir conserver cette exonération de gains en capital au moment de la vente. Alors, si c'est une exonération qui n'a pas encore été utilisée par les actionnaires lorsqu'ils vendront leur compagnie canadienne, on voudra que la société américaine ne soit pas sous la société opérante canadienne, mais plutôt en parallèle, en dessous d'un deuxième holding canadien pour pouvoir préserver cette exonération de gains en capital. Alors, évidemment, encore une fois, le fiscaliste américain ne pourra pas vous aider sur ces choses-là et doit travailler en collaboration avec des gens qui s'y connaissent au niveau de la loi canadienne. Alors, le choix de l'entité est important. Je disais donc que la LLC est disregarded, le terme qui est utilisé dans la loi américaine. Alors, il n'y a pas de règle dans la loi de l'impôt qui traite des LLC parce qu'elle n'existe pas. S'il y a plus qu'un membre à la LLC, donc si je détiens une partie des unités de la LLC, Vincent détient l'autre partie, aux fins fiscales, c'est traité comme un partnership. Alors, par défaut, c'est ce qui arrive. Et la loi permet de faire un choix qu'on appelle check the box, de traiter la LLC comme une corporation aux fins fiscales américaines si on le voulait. Alors, encore là, une série de règles à ce sujet-là qu'on voit parfois en pratique, qu'on voit aussi plus souvent dans le contexte de planification successorale. L'utilisation de sociétés de type LLC en série pour minimiser les droits successoraux lorsque des Canadiens détiennent des placements américains. Alors, je dis placement américain, ça pourrait aussi inclure un condo en Floride pour des personnes retraitées, par exemple. Alors, façon d'utiliser ces outils pour minimiser sa charge fiscale et aussi risque important de mal utiliser ces outils pour payer 80 d'impôts. Et ici, j'assume que les gens n'aiment pas payer 80 d'impôts. Robert, Oui. est-ce qu'on peut revenir juste à la slide précédente? En fait, j'avais une question pour les LLC qui font un check the box, par exemple, pour être S-Corp. Je me demandais à ce moment-là, ben, je suis au courant que les LLC normales font le check the box, vont émettre des K1, par exemple, aux différents actionnaires. Puis là, les actionnaires vont s'imposer. Mais si tu fais LLC check the box S-Corp, est-ce qu'elle émet toujours le K1 à ses actionnaires ou pas? OK. C'est une question beaucoup plus complexe. La réponse est simple en ce sens, oui, elle doit émettre une K1, mais ce n'est pas la même OK. K1, mais c'est une K1. Mais il ne faut pas oublier qu'une S Corporation ne peut Mhm. pas avoir, puis c'est une diapo un peu plus loin, ne peut pas avoir un actionnaire qui n'est pas un individu. Donc, une corporation ne peut pas être actionnaire d'une S Corp. OK. Et une S Corp ne peut pas avoir un actionnaire qui n'est pas un Américain. Donc, l'actionnaire doit être un résident des États-Unis, soit un citoyen américain ou un résident, une personne qui habite aux États-Unis. OK, je Donc, ça comprends. limite drôlement au Canada l'utilisation des S Corporations. Mhm. Pour les autres qui se posent la question, pourquoi on parle de S Corp, C Corp, c'est quoi ça?
si je commence par dire une C Corporation, c'est la même chose que ce que nous avons au Canada. Donc là, ce sont des termes fiscaux, ce ne sont pas des termes légaux. C Corporation, c'est une corporation comme on a ici qui paie ses impôts. Une S Corporation, c'est une corporation qui est régie par le sous-chapitre S de la loi de l'impôt américaine, qui vient dire que la corporation n'est pas imposable. Ce sont les actionnaires de la corporation qui paient l'impôt d'une façon très similaire à ce que un partnership donnerait comme résultat. Donc, ce sont les partners du partnership qui paient les impôts plutôt que le partnership lui-même. Donc, Parfait. c'est la Puis, nuance S Corp, C Corp. OK. Puis une fois que tu as fait check the box S-Corp puis que le courant de ta société change, puis tu avoir des nouveaux investisseurs, est-ce que tu peux revenir à LLC puis enlever ton choix de check the box comme par après, ou une fois que tu fais check the box LLC, S-Corp, par exemple, c'est trop tard? Ça peut être trop tard. En fait, la règle est à l'effet que lorsqu'on fait une classification initiale, donc au début, on crée l'entité par défaut. Donc, j'ai dit une LLC, par défaut, c'est une entité transparente. Donc, c'est soit un partnership s'il y a plus qu'un membre ou une entité dont on ne tient pas compte. Je peux changer cette classification initiale dans les années suivantes. Donc, si je dis le jour où je crée ma LLC, je ne fais rien de particulier. Et 2 ans plus tard, je dis, j'aimerais que ma LLC soit traitée comme une corporation, je peux le changer. Hein? Alors, première partie. Ensuite, si j'ai déjà changé une fois, je ne peux pas changer au cours des 5 prochaines années. Donc, j'ai une OK. limitation, je peux changer aux 5 ans. OK, Ce qui est c'est intéressant, parfait. ce n'est pas seulement ça, c'est que si on change, il y a des impacts fiscaux. Alors, si j'étais une corporation et je fais un choix de ne plus être une corporation, aux yeux de la loi de l'impôt, je suis présumé avoir liquidé la société. La société a disposé de ses actifs, elle paie ses impôts, l'actionnaire a disposé de ses actions et il a un gain sur sa disposition d'actions. Alors, Ah, on peut le changer, mais il y a des conséquences fiscales à changer. OK. Donc, ce sont des choses que, donc le type, le choix du véhicule légal, qui sont importantes à considérer lorsque on commence nos activités américaines, lorsqu'on décide de faire affaire aux États-Unis avec une entité légale. Et ce qu'on vous avise ou ce qu'on vous recommande, c'est faites vos devoirs avant de faire quelque chose que vous allez regretter plus tard. Alors, donc, si on continue avec les sociétés par action canadiennes, une société canadienne est imposable aux États-Unis sur les revenus liés à l'exploitation d'une entreprise, mais si cette société-là n'a pas d'établissement stable aux États-Unis, elle sera exempte d'impôt. Alors, donc, c'est les 2 premiers points de la diapo que vous avez à l'écran. Le premier vient simplement dire que la loi américaine fait en sorte qu'une société canadienne qui exploite une entreprise aux États-Unis est imposable aux États-Unis. Le deuxième, c'est la convention fiscale qui vient dire que la société canadienne n'aura pas d'impôt à payer aux États-Unis si elle n'a pas d'établissement stable. Le deuxième point ne dit pas qu'on doit pas produire de déclaration. Il dit simplement qu'on n'a pas à s'imposer. Donc, ce que ceci veut dire, si on mettait des faits ou des exemples à cette situation-là, société canadienne qui engage des vendeurs aux États-Unis, soit à titre d'employé, travailleur autonome, ça pourrait être une firme qui est une firme de représentants américains, donc une compagnie qui nous représente aux États-Unis pour solliciter des clients américains. Alors, le fait qu'on a quelqu'un physiquement aux États-Unis qui nous représente est suffisant en vertu de la loi américaine pour dire que la société canadienne exploite une entreprise aux États-Unis. Alors, je répète, le fait d'avoir quelqu'un aux États-Unis qui nous représente, je n'ai pas besoin que ce soit à temps plein, je peux avoir engagé quelqu'un pour me représenter pendant une semaine, un mois. C'est une présence suffisante pour dire qu'on exploite une entreprise aux États-Unis. Ça peut être un employé de la société canadienne qui se déplace pour aller rencontrer des clients aux États-Unis. Même si c'était pour 2 jours, 2 semaines, ça ne change rien. J'ai une présence aux États-Unis. Donc, société canadienne imposable en vertu de la loi américaine. Et le deuxième point viendra dire, ben, si mon employé est aux États-Unis pendant une semaine ou deux pour se rendre chez des clients, représenter la société canadienne, je n'ai pas d'établissement stable, ben, je serai exempt d'impôt fédéral, mais j'ai quand même l'obligation de produire une déclaration de revenus aux États-Unis parce que j'exploite une entreprise. Donc, nuance importante, faire attention, les pénalités pour ne pas avoir avisé le fisc que la société est exempte en vertu d'une convention fiscale peuvent être très significatives. Alors, quand je dis très significative, le principe de 10 000 de pénalité par transaction qui s'applique dans ce contexte-là.
autre chose à considérer, donc on a une société canadienne, elle a des activités physiquement aux États-Unis. Alors, il est possible, surtout au début de nos activités américaines, que on ait des pertes. On est en mode expansion aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant d'utiliser notre société canadienne pour exploiter le marché américain, c'est que si au début on a des pertes, ça permet d'utiliser les pertes générées aux États-Unis à l'encontre des profits canadiens. Alors, ça minimise immédiatement l'impôt canadien si on prévoit des pertes au départ. Alors que si on avait créé une entité américaine dès le départ, ben, les pertes seraient prises à l'intérieur de la société américaine sans possibilité de l'utiliser à l'encontre des profits canadiens. Les impôts d'État, toute autre histoire. Alors, le concept d'établissement stable n'existe pas dans les États, ou je devrais dire, n'existe pas dans tous les États. Alors, les plus gros États, New York, Californie, par exemple, ne respectent pas la Convention fiscale, qui est une entente signée entre le gouvernement fédéral canadien et le gouvernement fédéral américain. Alors, si une société canadienne a des activités dans l'État de New York, en Californie, par exemple, la société canadienne sera assujettie à l'impôt de New York et à l'impôt de la Californie, sans égard au fait qu'on n'ait pas de place d'affaires ou d'établissement stable dans ces États. Donc, nuance importante au niveau des États. On continue. Il y a différentes façons d'imposer les revenus aux États-Unis pour une société canadienne. Alors, si on commence par ce que j'appellerais des choses un peu plus simples, une société canadienne qui génère des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes, des revenus de redevances, des revenus de loyer, ce sont des revenus qu'on appelle passifs. La loi américaine utilise le terme Fixed Determinable Annual or Periodical Income. Ce sont des revenus passifs assujettis à un taux d'impôt de 30 sur le revenu brut. Je répète, 30 sur le revenu brut. Pour les intérêts, dividendes, vous n'aurez probablement pas de questions. Sur le loyer, c'est autre chose. En d'autres mots, société canadienne qui détient un immeuble aux États-Unis, qui loue, et ce sera la même chose pour un particulier en passant. Alors, chose que j'ai entendue souvent, ben, je détiens un condo en Floride, je le loue, j'ai une perte, alors je ne produis rien aux États-Unis. Ben, la règle, c'est l'impôt est de 30 sur le revenu locatif brut, pas de dépenses. Pour pouvoir déduire ces dépenses, il faut faire un choix et produire une déclaration de revenus. Donc, une société canadienne qui aurait un revenu locatif américain, à moins d'aimer payer 30 d'impôt sur le revenu brut, il faut produire une déclaration américaine pour choisir de s'imposer sur le revenu net. Ce taux d'impôt de 30 sur les intérêts, dividendes et redevances, puis j'exclus loyer parce que tous mes clients font un choix de s'imposer sur le revenu net et produire une déclaration de revenus. Donc, sur les intérêts, dividendes et redevances, le taux de 30 est généralement réduit à 0, 5, 10 et parfois 15 en vertu de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis. Alors, donc, la première façon de s'imposer pour une société canadienne qui fait affaire aux États-Unis ou qui a des revenus américains, c'est de s'imposer sur les revenus passifs à un taux d'imposition de 30 réduit en vertu de convention fiscale sur le revenu brut. Lorsque on a des revenus, si on veut, qui sont liés à l'exploitation d'une entreprise, ben à ce moment-là, on s'impose au taux de 21 sur le profit qu'on a mentionné plus tôt dans la présentation. Donc, taux d'imposition de 21 sur les revenus d'entreprise, donc le revenu net. J'ajoutais un des bénéfices de commencer ces activités aux États-Unis par une société canadienne, c'est la possibilité de transférer les actifs de la société canadienne sans impôt américain à une nouvelle société américaine. Donc, on peut voir pendant 2-3 ans, est-ce que ça fonctionne? Si on voit que les activités américaines vont bien et qu'on a une bonne chance de profit, ben, il est possible de transférer les actifs de la société, les actifs américains de la société canadienne à une société américaine sans impôt américain. Par contre, il pourrait y avoir des impôts canadiens et là, il faut regarder l'impact du traitement fiscal canadien. Je reviens plutôt, je dis impôt des succursales, taxes de vente US, alors je reviens sur les taxes de vente dans quelques minutes.
Donc, je disais, on s'impose au taux de 21 sur les sociétés canadiennes qui font affaire aux États-Unis, les entreprises américaines aussi. Une des difficultés pour déterminer comment elle s'impose, c'est de déterminer la nature du revenu. Alors, j'ai dit, bon, le revenu passif s'est imposé de telle façon, le revenu d'entreprise s'est imposé d'une autre. Pas toujours facile de déterminer qu'est-ce qui est un revenu passif versus un revenu d'entreprise. On a des similarités dans le système canadien lorsque des non-résidents du Canada investissent au Canada dans de l'immobilier. Alors, est-ce que c'est un revenu d'investissement ou c'est un revenu d'entreprise? Alors, on a la même chose aux États-Unis. Est-ce que, je donne l'exemple ici, un type de revenu, si je vends un logiciel, est-ce que j'ai un revenu de redevance provenant de la vente de l'utilisation du logiciel ou j'ai vendu le logiciel lui-même? Qui va donner des types de revenus différents. Donc, dans un cas, j'aurai redevance qui est imposée à un impôt de 30 sur le revenu brut, alors que la vente du logiciel sera imposée sur le revenu net, revenu d'entreprise. Alors, c'est un peu ce qu'on doit faire. Donc, cette diapo vise de déterminer quel type de revenu. Une des choses les plus importantes, c'est le deuxième point, la détermination de la source du revenu. Comment on fait pour déterminer si une société canadienne qui vend aux États-Unis a généré un revenu américain ou pas? Et malheureusement, ce n'est pas une règle qui est nécessairement simple. En 2018, il y a eu une modification à l'effet que lorsqu'une société canadienne produit un bien, produit elle-même un bien à l'extérieur des États-Unis et qu'elle le vend aux États-Unis, ce revenu-là n'est pas considéré comme un revenu de source américaine, donc pas imposable aux États-Unis, pas de déclaration d'impôt américain à faire. Par contre, un bien qui est acheté et revendu aux États-Unis acheté par une société canadienne, revendu par la société canadienne, ce revenu est imposable aux États-Unis. Alors, je donnerai l'exemple pour l'illustration de ça à un de mes clients qui est un manufacturier de planchers. Alors, il fabrique des planchers en bois. Alors, la fabrication de planchers qu'il revend, qu'il fabrique et qu'il vend aux États-Unis est considérée comme un revenu canadien parce que c'est fabriqué ici et vendu aux États-Unis. Par contre, avec les planchers, il vend aussi les moulures, donc la partie qui va sur le bas du mur. La moulure, il ne la fabrique pas, il l'achète de quelqu'un d'autre et la vend aux États-Unis. Donc, dans son cas, on vient dire que le revenu provenant de la vente du plancher est exempt d'impôt américain parce qu'il est considéré de source canadienne. Il est fabriqué ici par la société canadienne. S'il est fabriqué par un sous-traitant, ça ne marche pas. Et la moulure qu'il achète de quelqu'un d'autre et qu'il revend, elle, c'est un revenu de source américaine puisqu'il est vendu aux États-Unis et il n'est pas fabriqué par la société étrangère. Donc, il doit s'imposer aux États-Unis sur ses ventes, les profits liés aux moulures qu'il vend aux États-Unis. Donc, c'est la distinction qu'on doit faire sur les biens qui sont fabriqués à l'extérieur des États-Unis par le contribuable versus des biens qui sont achetés, vendus par le contribuable, mais pas fabriqués par le contribuable à l'extérieur des États-Unis. Ça peut être assez significatif comme différence fiscale aux États-Unis. On continue, société par action américaine. Alors, société par action américaine, c'est donc un peu plus simple, une société qui est assujettie à l'impôt américain sur l'ensemble de ses revenus. Alors, comme je disais tantôt, on a une société canadienne, on a nos activités aux États-Unis, on aimerait s'incorporer une filiale. Donc, la filiale sera imposée sur tous ses profits aux États-Unis. Et évidemment, les pertes qu'elle encourt aux États-Unis ne pourront plus être utilisées à l'encontre des profits canadiens de la société canadienne. Donc, le bon moment de commencer avec la filiale américaine, c'est à partir du moment où nos activités sont imposables. Alors, ce qui est intéressant ici, au troisième point, on vient dire on est assujetti à l'impôt américain, même si on n'a pas de place d'affaires aux États-Unis lorsqu'on a une société américaine. Et ça, c'est une chose que je vois fréquemment en pratique ou une question qui m'est posée fréquemment en pratique. On a une société canadienne, on vend aux États-Unis et on se dit, est-ce qu'on veut incorporer une société aux États-Unis? Et la question devient, il y a 1000 bonnes raisons pour incorporer une société aux États-Unis, des raisons légales, des raisons de marketing. Souvent, la fiscalité n'est pas une de ces raisons, alors qu'on peut avoir une société canadienne qui vend aux États-Unis sans place d'affaires, donc on évite l'impôt fédéral américain. À partir du moment où on se crée une société américaine pour faire les mêmes ventes qu'on avait avant, ces ventes deviennent assujetties à l'impôt fédéral américain. Donc, on a tendance, pour des motifs fiscaux, à différer l'utilisation d'une société américaine jusqu'au moment où on a une place d'affaires aux États-Unis.
Par contre, on se crée des sociétés américaines pour toutes sortes d'autres raisons, même si on n'a pas de place d'affaires aux États-Unis. Donc, c'est une analyse coût-bénéfice, à savoir à partir de quel moment on veut avoir notre société américaine. J'ai ajouté une dernière ligne, application potentielle des droits successoraux américains, ce qui veut simplement dire que si une personne qui réside au Canada détient les actions d'une société américaine directement, au moment du décès, c'est considéré comme un bien américain, une personne canadienne qui détient les actions de société américaine et les droits successoraux américains peuvent s'appliquer. Ce qui fait en sorte que généralement, on aura une société par action américaine qui sera détenue par une société par action canadienne, juste pour l'objectif d'éviter les droits successoraux américains. Il y a toutes sortes d'autres raisons aussi. J'ai parlé tantôt de l'exonération de gains en capital, mais et je dirais aussi pour le versement des profits de la société américaine vers un holding canadien. Mais les droits successoraux en soi est une raison suffisante pour ne pas détenir une société américaine directement par un individu résident du Canada. Je vais sauter celle-ci, c'est un peu la même chose que la précédente. L'imposition des distributions. Le texte que vous avez à l'écran est malheureusement très technique. Je n'ai pas de façon de décrire ces règles-là d'une façon non technique, mais je vais l'expliquer d'une autre façon. Au Canada, lorsqu'on a une société canadienne qui génère des profits, il est possible de dire à cette société de d'abord distribuer le capital de la société avant de distribuer les profits accumulés. Exemple, je mets 1 million de dollars dans une société canadienne. La société canadienne génère 2 millions de dollars de profit. Il est possible aux fins canadiennes de sortir le million de dollars d'investissement dans la compagnie en premier sans payer d'impôts à titre de dividende pour l'actionnaire. Ça n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, la règle est à l'inverse. On est présumé d'abord sortir les profits avant de pouvoir sortir son capital. Donc, même exemple, un Américain met 1 million de dollars dans une compagnie, la compagnie génère 2 millions de dollars de profit. Le premier 2 millions de dollars qu'on voudra sortir de la compagnie sera traité comme un dividende plutôt qu'un retour de capital. Évidemment, c'est un dividende imposable pour l'actionnaire. Donc, une société canadienne qui investit dans une filiale américaine, les profits de la société américaine sont d'abord distribués en premier et il y a une retenue à la source lorsque la société américaine verse un dividende, ou d'abord fait une distribution qui sera traitée comme un dividende à son actionnaire canadien. Alors, encore une fois, c'est une nuance qui fait en sorte que le système américain, à cet égard-ci, est complètement à l'inverse du système canadien. Donc, on a tendance à prendre pour acquis que ce qu'on fait au Canada fonctionnera aux États-Unis. Dans ce contexte-ci, ça ne marche pas. Alors, ce qu'on a tendance à faire dans une situation comme celle-ci est de dire plutôt qu'investir 1 million de dollars sous forme de capital dans une filiale américaine, donc la compagnie canadienne investit 1 million de dollars, dans la mesure du possible, on le fera sous forme de prêt pour que si on veut reprendre ce million de dollars-là, on rembourse le prêt et le problème est réglé. On n'est pas assujetti à une retenue à la source sur un dividende. Donc, c'est ce que cette diapo tente d'illustrer sans parler du concept américain plutôt complexe de earnings and profits. Robert, j'ai une question. Est-ce que le withholding tax en question, après toute déduction, me semble, est-ce qu'il tombe à 5 Tout à fait. Alors, OK. exact. La retenue en vertu de la loi américaine est de 30 Mhm. réduite à 15 en vertu de la convention fiscale, avec une exception qui vient dire que ce sera réduit jusqu'à 5 si l'actionnaire canadien est une corporation et que l'actionnaire canadien détient plus de 10 des actions de la société américaine. Fait que Donc, 5 5 si Bon, l'actionnaire est une corporation canadienne. Alors, évidemment, si ouais. l'actionnaire est un individu, ce sera 15 OK. Merci. On a parlé tantôt des corporations de type S, alors je n'y mettrai pas beaucoup de temps. Ce qu'on disait, sous-chapitre S de la loi de l'impôt, société qui n'est pas imposable, c'est l'actionnaire qui s'impose. Les deux choses qu'on a dit tantôt, c'est seul un individu peut être actionnaire et seuls les résidents américains
peuvent être actionnaires. Donc, ça limite beaucoup l'intérêt au Canada d'avoir des S corporations. Les deux autres particularités, sans actionnaires ou moins, donc on ne peut pas avoir plus que 100 actionnaires pour une S corporation. Et l'autre qui est un peu embêtante, l'autre limitation, c'est une seule catégorie d'actions est permise pour une S corporation. Alors, tantôt, on parlait de LLC, qui fait un choix d'être traité comme une corporation et ensuite de S Corporation. Il faut aller voir comment la LLC a été créée pour s'assurer qu'on respecte ces quatre critères pour pouvoir faire un choix d'être S Corporation. Ce qui est assez rare. De façon générale, lorsqu'on a une LLC qui est déjà transparente aux fins fiscales, donc on regarde au travers et c'est les actionnaires qui s'imposent ou les membres, c'est rare qu'on va se rendre à traiter la LLC comme une corporation et ensuite comme une S Corporation pour atteindre le même résultat ou à peu près qu'on avait à l'origine. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. J'ai certaines situations où on le fait. C'est juste rare qu'on procède ainsi de faire une LLC qui devient une S Corporation. Alors, bon, c'est ce que je viens de dire. Donc, les revenus sont imposés au niveau de l'actionnaire. Alors, comment s'impose un partnership versus une LLC? Je n'y mettrai pas beaucoup de temps parce que c'est à peu près la même chose qu'au Canada. Donc, le partnership ou la LLC, qui est traité comme un partnership, donc n'est pas imposable. Ce sont les actionnaires ou les partners, les actionnaires, les membres pour une LLC, les partners pour un partnership qui s'imposent sur les revenus du partnership. Alors, le partnership doit faire ses déclarations de revenus américaines pour aviser les partners de leurs obligations fiscales. Des retenues à la source sont obligatoires par le partnership pour payer l'impôt des partners lorsqu'ils sont non résidents. Alors, c'est des règles qui sont assez similaires aux règles que nous avons au Canada pour les partnerships canadiens qui ont des partners américains. Les particularités, donc, le partnership, c'est que si le partnership fait affaire aux États-Unis, ben, le partner est imposable aux États-Unis. Et lorsqu'on vendra les unités du partnership, donc un partner canadien qui vend les unités d'un partnership qui a des activités aux États-Unis, et que le partnership soit créé en vertu d'une loi canadienne ou américaine, ça n'a aucune importance. Lorsque le partner vendra les unités de partnership, la portion du gain qui représente le pourcentage des activités américaines du partnership sera imposable pour le partner canadien. Laissez-moi vous donner un exemple. Donc, j'ai un individu ou une société au Canada qui a une participation dans un partnership. Le partnership a, disons, 40 de ses activités aux États-Unis. Donc, on s'impose annuellement sur ces activités aux États-Unis. Et quelques années plus tard, le partner canadien vend ses unités de partnership. Donc, je suis un Canadien qui a vendu les unités d'un partnership canadien, puis peut-être que même l'acheteur est un autre Canadien. Puisque 40 des activités du partnership sont aux États-Unis, 40 du gain réalisé à la vente des unités sera imposable aux États-Unis sur la vente des unités de partnership. Alors, donc, il y a de l'impôt à payer d'impôt américain à payer sur la vente des unités de partnership par un Canadien. Alors, en gros, pour une société canadienne qui fait affaire aux États-Unis, si j'avais à donner un premier sommaire, c'est de dire que le taux d'impôt est similaire aux États-Unis et au Canada. Donc, on s'incorpore plus, on se faisait avant, on s'incorpore plus maintenant aux États-Unis dans un contexte où on veut on s'incorpore plus, pas plus rapidement, si on veut. On veut épargner de l'impôt US de façon générale. On veut épargner de l'impôt total dans le meilleur des mondes. Puisque l'impôt canadien et l'impôt américain se ressemblent, c'est une moins grande considération. Donc, le taux d'impôt est à peu près le même. Lorsqu'on considère la retenue à la source, donc lorsqu'un dividende est payé d'une société américaine à une société canadienne, généralement, on se retrouve avec un impôt américain qui pourrait être de 2 ou 3 plus élevé si on a créé une société américaine que si la société canadienne fait affaire directement aux États-Unis. La contrepartie de ça que je pourrais argumenter, c'est une société canadienne, sa conformité américaine, elle est plus complexe que si elle avait une filiale aux États-Unis. Alors, il y aura probablement des coûts cachés, si on veut, à faire affaire aux États-Unis par une société canadienne. Puis je dis caché au sens, c'est moins visible lorsque on doit choisir le mode de faire affaire aux États-Unis, le mode légal. Et il faut tenir compte de ces dépenses supplémentaires qui existeront au niveau conformité pour une société canadienne qui fait affaire aux États-Unis.
prochaine diapo, elle est plus pratique, si on veut. Alors, lorsqu'on parle des relations, certains pourraient l'appeler les relations humaines, les relations administratives avec les autorités fiscales américaines, on parle de quelque chose plutôt différent que ce qu'on peut vivre au Canada. Et je ne suis pas en train de dire que toutes vos relations avec Revenu Canada, toutes vos relations avec Revenu Québec sont courtoises, agréables et toujours positives. C'est vraiment pas ce que je veux dire, mais ça risque d'être différent aux États-Unis. Alors, les agences fiscales sont extrêmement sophistiquées. Le IRS, l'État de la Californie, New York, ce sont des agences de revenus qui sont extrêmement sophistiquées, avec des niveaux de complexité très élevés. Certainement similaire à ce qu'on a, disons, au niveau de Revenu Canada, par exemple. Bon, le IRS, je dirais même un peu plus sophistiqué. Ça se transmet à travers la quantité de formulaires, quantité de pénalités qui s'appliquent aux États-Unis qu'on n'a pas nécessairement au Canada. On a une tendance à dire, bon, une règle qui a été adoptée aux États-Unis, soyons pas surpris si elle arrive au Canada dans 20 ou 25 ans. Et parfois, à l'inverse, on a des règles canadiennes qu'on se demande encore pourquoi les États-Unis ont ces vieilles règles, mais bon, c'est un autre sujet, on y revient. Alors, des agences très sophistiquées. On a aussi des agences qui sont très agressives. Agressives, pas au sens physique du terme, mais agressives pour collecter des revenus d'impôts. Alors, la première chose qu'on peut dire à ce sujet-là, puis c'est peut-être le point, 2 points plus loin, une société ou un individu ne reçoit pas d'avis de cotisation aux États-Unis, sauf si les autorités fiscales ne sont pas en accord. Ce qui fait en sorte que quand on reçoit une lettre d'un État ou du Internal Revenue Service, qui est l'agence fédérale, c'est habituellement mauvais signe. Au Canada, on reçoit des lettres de Revenu Québec, Revenu Canada pour tout et n'importe quoi. Alors, on l'ouvre et, bon, la plupart du temps, c'est un avis qui nous dit qu'il ne faut pas oublier de faire nos acomptes provisionnels. Mais aux États-Unis, vous n'aurez rien de tout ça. Vous allez avoir un avis s'ils ne sont pas d'accord. Alors, de recevoir de la documentation des autorités fiscales n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus intéressant. C'est donc intimidant en soi parce qu'on n'entend jamais parler d'eux, puis quand on entend parler, c'est habituellement pour les mauvaises raisons. C'est intimidant aussi parce que, dépendamment des agents du IRS, alors si vous aviez la visite d'un agent, dépendamment des groupes, et là, vous allez comprendre peut-être dans une seconde quel genre d'individu on pense. Ben, le Internal Revenue Service a une agence qui travaille étroitement avec le FBI et les agents du IRS qui travaillent avec le FBI sont armés. Alors, vous pouvez vous imaginer lorsqu'un vérificateur se présente à un endroit et qu'il a une arme à feu, ça ne donne pas tout à fait la même image de collaboration qu'un agent de Revenu Canada ou de Revenu Québec. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur une grande échelle. Ça se fait nécessairement dans des situations où ils ont des raisons de penser que le contribuable pourrait, par exemple, être lié à une bande, un groupe criminel, bon, que ce soit mafia, gang de rue, etc. L'agent du IRS peut arriver armé lorsqu'ils viennent le temps de faire leur travail. Donc, intimidant, si on veut. Chose que je n'ai pas dite, j'ai dit il y a des agences, certaines agences sont très sophistiquées, d'autres le sont beaucoup moins. Et un des exemples que je pourrais vous donner, que j'ai eu il y a plusieurs années, c'était avec l'État du Maine. L'État du Maine venait d'adopter une règle qui accordait des crédits d'impôt à la création d'emplois. Et la règle n'était pas la règle la plus écrite, la plus clairement, à savoir où notre client à nous avait engagé plusieurs personnes dans l'année. Puis je donne un exemple, disons, on a engagé 100 personnes dans le Maine pendant l'année, mais à la fin de l'année, il en restait seulement 70 sur les 100. Alors, la question qui n'était pas claire, c'est le crédit d'impôt à l'emploi. Est-ce qu'on avait droit à un crédit d'impôt pour avoir engagé 100 personnes ou on avait droit à un crédit d'impôt étranger pour avoir conservé 70? Alors, la règle n'était pas claire, donc on appelle les agents de l'État du Maine
Alors, je donne un exemple. On parle à James et on explique notre situation à James, le 70 et le 100, et James nous dit, pas tout à fait clair, je suis pas sûr, je lis les règles. Alors, ce que je vous propose, c'est produisez la déclaration, puis on vous cotisera. Ben, je dis, bien évidemment, le but de vous appeler, c'est que vous n'ayez pas à cotiser. Alors, on aimerait connaître la réponse avant d'aller plus loin. Est-ce que je pourrais parler à quelqu'un d'autre? Alors, James nous transfère, disons, à Mary. Alors, on parle à Mary, on lui explique la même histoire et Mary nous donne la même réponse. Ah oui, c'est pas clair, produisez, puis on va vous cotiser. Et je dis à Mary, écoute, ça n'a pas de sens, est-ce que tu peux me transférer à quelqu'un d'autre? Je dis oui, je peux vous transférer à James. Je dis non, non, je viens de parler à James. Elle dit, ben, il n'y a personne d'autre ici, on n'est que deux. Alors, vous comprendrez qu'une agence de revenus où il n'y a que deux employés ne peut pas être aussi sophistiquée que Revenu Canada et Revenu Québec puissent l'être, ou évidemment le IRS peut l'être. Alors, certaines situations qui sont évidemment à l'inverse de ce qu'on a ici. Avis de cotisation, je l'ai mentionné, on en reçoit seulement lorsque il y a un désaccord, donc on ne reçoit pas d'avis de cotisation. On peut demander si on a besoin ce qu'on appelle un transcript. Alors, il est assez fréquent, surtout en impôt des particuliers, au Canada, que lorsqu'un individu canadien paie de l'impôt aux États-Unis, il a besoin d'une preuve du IRS à l'effet que des impôts ont été cotisés, mais on ne reçoit pas d'avis de cotisation. Alors là, il faut faire une demande d'obtenir ce qu'on appelle un transcript, qui est un peu l'équivalent d'un avis de cotisation. La nature de la notion de service. Lorsqu'on parle des États-Unis, il y a une différence assez significative versus le Canada. Alors, il est difficile de rejoindre quelqu'un chez Revenu Québec, disons, après 4 heures ou 5 heures l'après-midi, la même chose à Revenu Canada. Alors qu'aux États-Unis, si j'ai besoin, par exemple, d'obtenir un numéro d'identification fiscale, je peux les appeler jusqu'à 11 heures le soir. Alors, le service téléphonique est beaucoup plus disponible auprès du IRS et de plusieurs États aussi. Je sais que Vincent, je ne sais pas s'il nous entend, avait aussi vécu certaines expériences au niveau du service à la clientèle de certains États et j'ajouterais même de l'État du Delaware où les heures de service sont certainement ce qu'on appellerait des services prolongés. On a aussi donc un ou des sites Internet extrêmement sophistiqués au niveau du IRS et des États. Plusieurs États maintenant nous forcent à produire des déclarations, je dirais, en ligne sur leur site Internet. Donc, je ne peux pas acheter un logiciel séparé. Il y a certains formulaires qui doivent se faire en ligne sur leur site Internet. Alors, je pourrais penser un peu ce que Revenu Québec peut faire avec les déclarations de taxes de vente. Alors, on peut les remplir en ligne directement sur le site de Revenu Québec. Alors, on a aussi cet aspect-là avec plusieurs autorités fiscales américaines. Un peu comme au Canada, il y a moyen de faire toutes sortes d'arrangements financiers lorsqu'on n'a pas les moyens de payer ses impôts. Alors, donc, possibilité de faire des arrangements avec les autorités fiscales. Il y a une ouverture plus grande qu'on peut le penser, seulement dans les situations où les contribuables n'ont vraiment pas les actifs pour faire ces paiements-là. Alors, évidemment, si notre contribuable a des actifs qui valent des millions de dollars, mais pas de cash flow, il n'y aura pas d'arrangement financier. Il va avoir une demande de vendre ses actifs avant de faire des paiements. Mode de paiement varié, encore une fois, je connais les expériences de Vincent Allard à cet égard-là. Un des bénéfices du système américain, c'est qu'il y a moyen de payer ses impôts par carte de crédit. Alors, assez fréquent que des individus, surtout lorsque les soldes sont petits, choisissent d'utiliser les transferts bancaires, mais aussi leur carte de crédit pour payer leurs impôts américains. Donc, mode assez fréquemment utilisé et différent de ce que nous avons au Canada. Dans les dernières années, il y a eu des coupures budgétaires assez phénoménales aux États-Unis. Je parlerai les années 2010 à 2020, coupures budgétaires très significatives au niveau du IRS. Pendant la pandémie, ces coupures budgétaires ont été, si on veut, mis sous l'effet d'une loupe pour faire en sorte de créer des délais phénoménaux aux États-Unis. Alors, délai phénoménal, j'ai encore des clients qui attendent leur remboursement d'impôts de l'année 2017. Alors, on continue de communiquer avec le IRS, c'est long, il y a des délais.
Lorsqu'on recevait des avis de cotisation erronés, qu'on répondait au IRS, on pouvait attendre 2 ans pendant la pandémie avant d'avoir une réponse et souvent d'écrire une deuxième et une troisième lettre. Alors, les délais sont incroyables. C'est pas juste au niveau fédéral, c'est aussi au niveau des États. Donc, il faut être patient. Et comme avec Revenu Canada, Revenu Québec, ne pas être surpris que d'être en ligne pendant de longues, longues minutes, c'est-à-dire parfois des heures, pour parler à un agent du fisc américain. Alors, des choses auxquelles on est habitué. On espère, alors, le gouvernement américain a voté des nouveaux budgets, approximativement 85 milliards de dollars pour le IRS, surtout pour renouveler leur système informatique et surtout pour réduire tous les délais auxquels nous sommes confrontés depuis des années. Alors, pour ceux qui suivent un peu l'actualité américaine, la Chambre des représentants demande actuellement, veut octroyer des budgets au gouvernement pour fonctionner. Et ce qu'il demande, c'est de réduire les budgets du IRS pour pouvoir financer Israël dans sa guerre actuelle. Alors, toutes sortes d'enjeux. Donc, les démocrates veulent donner plus de budget au IRS. Les républicains sont plus ou moins intéressés. Donc, enjeu politique de ce côté-là. Alors, je pourrais parler de cette diapo pendant des heures sur toutes les particularités du système américain, mais le but de l'inclure, c'est comprendre que la culture fiscale américaine est vraiment différente. Je prends les minutes qui restent pour parler d'impôts des États. Donc, on l'a abordé rapidement tantôt. Donc, 46 États américains ont un impôt sur le revenu. Je dis 46, là, dépendamment de comment on le compte, là, ça peut être 44, 45, 46. Comme je disais, Texas qui a un impôt, mais c'est sur les marges brutes. Les taux d'impôt de 2 à 11 Où je veux attirer votre attention, c'est le troisième point. L'assujettissement à l'impôt sur le revenu. Donc, au fin fédéral, on a dit qu'il faut exploiter une entreprise et avoir un établissement stable pour qu'une société américaine soit assujettie à l'impôt américain. Au niveau des États, ce concept-là n'existe pas. On a la notion de nexus. Nexus, ça veut dire avoir un lien avec l'État, simplement. Alors, si j'ai une société canadienne, disons, j'utilise un vendeur, représentant, qui se déplace, va rencontrer des clients potentiels pendant 2 jours dans l'État de New York, c'est suffisant, on est assujetti à l'impôt de New York. Je fais la même chose en Californie, assujetti à l'impôt de la Californie. J'engage une firme, disons, au Colorado qui me représente. Pas des employés, ils sont là, ils représentent 100 ou 200 autres clients. Il me représente aussi, je suis assujetti à l'impôt et aux taxes au Colorado parce que j'ai des gens sur place qui me représentent. Donc, le fait d'avoir une présence dans l'État est suffisant pour assujettir une société aux impôts et taxes de l'État. Certains États accordent les bénéfices de conventions fiscales, donc qui diront s'il n'y a pas d'établissement stable, on ne vous imposera pas. En nombre, c'est à peu près la moitié des États. En pourcentage de la population, c'est peut-être 20, 25, 30 des États américains qui accordent les bénéfices de la Convention. Donc, l'exemple, les États de New York et de la Californie n'accordent pas les bénéfices de la Convention fiscale. Donc, on parle de 40 millions d'habitants en Californie, une autre vingtaine de millions à New York, donc seulement 2 États qui n'accordent pas les bénéfices de convention. Sans doute aussi, Robert, parce que ces deux États-là ont une fiscalité assez élevée aussi. Là. Ça coûte cher d'habiter en Californie. Élevée et avec une agence sophistiquée. Je donnais l'exemple du Maine tantôt. L'État du Maine n'est pas équipé pour ne pas suivre le traitement fédéral. Alors, si on dit, ben, je ne suis pas imposable fédéral, mais je suis imposable dans le Maine, ils n'ont pas les ressources humaines pour appliquer les règles. Alors, ils ont besoin que le fédéral puisse d'abord déterminer l'impôt pour qu'eux puissent arriver par la suite. Alors, ils vont avoir tendance à suivre le fédéral. Ça leur permet de minimiser les ressources qu'ils ont besoin au niveau de l'État pour faire fonctionner le système fiscal. Le dernier point, certaines villes ont un impôt sur le revenu. Donc, j'ai mentionné New York. Je pourrais ajouter à peu près toutes les villes de l'État de l'Ohio, plus quelques villes en Pennsylvanie. Donc, par État, il y a plusieurs villes qui ont aussi un impôt sur le revenu. Donc, l'exemple que j'ai donné, si je fais affaire à New York City, j'ai mon impôt fédéral, j'ai mon impôt de l'État de New York, j'ai mon impôt de la ville de New York. Et pour aller plus loin, il y a ce qu'on appelle le New York Metropolitan Transportation District qui a aussi son impôt. Donc, j'ai 4 calculs d'impôt sur le revenu à faire lorsque je fais affaire dans la ville de New York. Ça, c'est sans compter un déménagement possible durant l'année.
Tout à fait. Alors, effectivement, donc si on avait nos activités dans l'État de New York, puis on les déplace et on s'en va au New Jersey, ben, on pourrait être assujetti au New Jersey parce qu'on y a des activités en plus de celles qu'on avait à New York. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de faire le parallèle avec ce qu'on disait au début. Je peux m'incorporer au Delaware, n'avoir aucune activité au Delaware, donc je ne serai pas imposable au Delaware parce que l'État me donne une exemption si je n'ai pas d'activité, mais je serai imposable dans tous les autres États où j'ai des activités. Alors, l'endroit où on s'incorpore ne veut pas dire qu'on sera imposable dans cet État-là. On sera nécessairement imposable dans les États où on a des activités. Et là, la question, ça veut dire quoi avoir des activités? Ça, c'est beaucoup plus complexe. Donc, la notion de nexus, on sera assujetti à l'impôt selon les activités qu'on y a. J'y reviens dans 2 diapos sur qu'est-ce que le nexus. Alors, la façon de déterminer l'impôt sur le revenu, on a le principe de la Floride qui dit si vous êtes exempt d'impôt au fédéral, on vous exempte aussi. Donc, le point de départ, c'est le revenu imposable fédéral sans convention fiscale. Je pense au troisième, l'État de la Californie. L'État de la Californie dit, ben, peu importe, nous, on vous impose sur une base mondiale. Alors, on prend vos profits mondiaux, on les impose en Californie en les multipliant par une fraction qui sont les ventes en Californie sur les ventes mondiales. Donc, on assume que votre profit est linéaire et en fonction du montant de vos ventes. Et d'autres États, et je devrais enlever New York. New York a changé pour être maintenant comme la Californie. Quoique, dans certains cas, c'est encore vrai. Pennsylvanie est la même chose. On se base sur l'impôt fédéral qui aurait eu, donc le revenu imposable fédéral, qui aurait eu si la société canadienne avait été imposable au fédéral. Donc, sur nos revenus américains et les dépenses qui y sont associées. Donc, selon les États dans lesquels on a affaire, on a l'équivalent de 3 déclarations d'impôt fédéral à préparer. La première, la vraie, qu'on dit, j'ai pas d'établissement stable, donc je ne suis pas imposable. Ensuite, si j'ai des nexus dans certains États, je dois faire une déclaration fédérale pro forma qui me servira à déterminer mon revenu imposable dans l'État, soit sur une base mondiale ou sur une base US. C'est un peu ce que cette diapo vient dire. Donc, encore là, c'est de dire si je fais affaire aux États-Unis par le biais d'une société canadienne, tantôt, je vous disais, faites attention, il peut y avoir des coûts cachés. C'est l'exemple ici de dire, oh, il y a beaucoup de conformité qui peut s'appliquer à une société canadienne qui fait affaire aux États-Unis et les coûts peuvent être beaucoup plus élevés. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est assujetti à l'impôt d'un État? Donc, détenir des biens dans un État est suffisant. Donc, avoir des inventaires, avoir un bail, avoir des intangibles, c'est suffisant pour être assujetti à l'impôt d'État. Rendre des services, donc un service d'installation, faire de la supervision, c'est suffisant. Economic Nexus, c'est un concept qui vient dire que si vos revenus excèdent un certain montant, vos revenus, vos ventes excèdent un certain montant dans l'État, vous serez considéré comme étant exploitant une entreprise dans l'État où vous serez assujetti à l'impôt. Alors, si je vends, disons, 700 000 de vente au Colorado, même si je n'ai pas mis les pieds, même si j'ai aucun bien dans l'État, je serai assujetti à l'impôt du Colorado parce que mes ventes excèdent un certain montant. Donc, c'est ce que cette diapo vient nous dire, qu'on est visé par l'impôt parce qu'on détient des biens, on y rend des services, et même si on détient aucun bien, on n'y rend aucun service, si le montant de nos revenus excède un certain montant, on sera assujetti à l'impôt sur le revenu dans l'État. Donc, extrêmement important, encore une fois, quelque chose qui n'existe pas au Canada. Donc, l'impôt sur le revenu, j'en ai parlé un peu tantôt. Donc, on doit faire une allocation du revenu en fonction du montant des ventes. Donc, on détermine le revenu imposable fédéral. Je n'ai pas déterminé un revenu selon un revenu net par État. Je prends le revenu imposable fédéral et je fais une allocation de ce profit, généralement en fonction du montant des ventes par État. Donc, si j'ai 1 million de dollars de profit et j'ai 10 de mes ventes en Californie, la Californie viendra me dire que j'ai 100 dollars de profit imposable en Californie, donc 10 du 1 million. C'est la façon plus simple d'allouer ces montants-là. Plusieurs États, donc situation spéciale, j'ai mentionné Texas, taxe sur les marges brutes, donc vente moins coût des marchandises vendues. Ohio, c'est encore une fois les ventes totales, donc une taxe sur les gross receipts.
Californie et New York, certaines situations spéciales là, que je n'aurai pas le temps d'aborder aujourd'hui. Washington, Nevada, donc taxes aussi sur les ventes brutes. Taxes sur le capital, plusieurs États ont des taxes sur le capital et plusieurs États ont aussi des impôts minimums. C'est-à-dire que même si vous avez une perte, vous allez devoir payer un montant fixe. Exemple, Massachusetts, 456 Californie, un montant de 800 Donc, les États ont des taxes sur des impôts, donc une taxe, un impôt minimum si on n'a pas de profit par ailleurs. Donc, assez fréquent, mais pas significatif, si on veut. Alors, le dernier sujet que j'aurai le temps de traiter aujourd'hui est probablement celui qui est le plus négligé des sociétés canadiennes qui font affaire aux États-Unis, et c'est la taxe de vente. 45 des 50 États américains ont une taxe de vente. Si on ajoute le District of Columbia, ça nous fait 46 juridictions qui ont des taxes de vente. J'ai dit un grand nombre de villes et de comtés possèdent des taxes supplémentaires. Un grand nombre ici, c'est plus que 11 000. Alors, c'est un grand nombre de comtés et de villes qui ont des taxes supplémentaires. Alors, si vous êtes, par exemple, au Texas, on mentionnait qu'il y a 1900 juridictions au Texas qui ont des taxes de vente. Alors, selon où vous vendez au Texas, donc si vous faites des ventes par Internet, vous avez un Nexus au Texas, il y aura 1900 lois d'impôts à considérer pour savoir quel taux doit s'appliquer et quelles règles, quelles exceptions s'appliquent. Donc, Robert, d'après toi, ou d'après ce que tu connais, ce que tu as lu, il y aurait environ combien de taux de taxes de vente ou de juridiction au total aux États-Unis? Exemple, ouais. on donne un exemple plus concret. Au Canada, on a environ 10 taux de taxes de vente, TPS, TVQ, TVH dans les autres provinces. En France, ils ont 4 taux de TVA, le principal à 20 Aux États-Unis, à combien estime-t-on le nombre de taux de taxes de vente? Alors, comme il y a 11 000 juridictions différentes, on parle donc d'à peu près plus de 50 000 taux de taxes de vente différents. Alors, si je fais une vente par Internet aux États-Unis, selon où je livre mon bien, si j'ai un Nexus dans l'État, je devrais avoir une banque de données qui me dit voici lequel des 56 000 taux s'applique à moi. Ça donne une idée générale. Alors, est-ce que c'est 50 000, 60 000? Évidemment, ça évolue avec le temps. Euh, C'est juste pour vous intéressant donner parce une que, idée, excuse-moi de te couper, c'est intéressant parce qu'en pratique, on aime bien les exemples pratiques. Quelqu'un veut acheter un iPhone dans l'État de New York, dans 3 Apple Store, et vraisemblablement, il va payer 3 taux de taxes de vente différents. exactement, exactement. Alors, évidemment, ça donne lieu à une administration complexe par les sociétés qui doivent gérer la perception de ces taxes de vente. Et je vous disais au début, probablement l'aspect le plus négligé de la fiscalité américaine par les sociétés canadiennes, c'est la gestion de ces taxes de vente. Donc, 11 000 juridictions, plus de 50 000 taux différents. Je lisais récemment, je pense en 2021, dernière année où j'avais une statistique, que sur les 50 000 taux de taxes de vente différents, 600 ont changé pendant l'année. Alors, donc, c'est à peu près 5 finalement, même pas, 1 de tous les taux qui font en sorte, donc dans les 11 000 juridictions, qu'il y aurait eu à peu près 5 qui ont fait des changements sur certains taux qu'elles avaient. Alors, si on vend à un endroit, ben, il faut s'attendre que ça se peut que dans l'année, les taux changent, comme on a eu quelques changements au Québec ou au fédéral il y a plusieurs années. Ben, ça change continuellement, ça aussi, aux États-Unis. Alors, c'est d'être à l'affût lorsqu'on doit gérer la perception des taxes de vente, que c'est un système qui change fréquemment et d'avoir les outils pour pouvoir bien gérer la perception des taxes de vente. Donc, de façon générale, on revient aux critères de Nexus. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait à percevoir les taxes de vente aux États-Unis? Parce qu'on détient des biens dans l'État, parce qu'on rend des services dans l'État, incluant solliciter un client. Mais plus récemment, on a eu, il y a 3 ou 4 ans, l'arrêt Wayfair qui venait dire que si le montant des ventes que vous faites en fonction des livraisons dans un État excède un certain montant, généralement 100 000 par année, vous devez percevoir la taxe de vente dans cet État-là. Alors, je vends par Internet, je vends 200 000 de billets, je livre pour 200 000 de biens, disons, dans l'État de New York, ben, je dois percevoir les taxes de vente dans l'État de New York. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la taxe de vente s'applique généralement sur la vente de biens tangibles. Donc,
inclut certains services, mais de façon générale exclut les services. Et là, la question intéressante, c'est qu'est-ce qu'un bien tangible? Il y a des choses qui sont évidentes, des choses qui le sont beaucoup moins. Je vous donne deux exemples de situations, une évidente, la deuxième beaucoup moins. Je suis le comptable, je vous émets vos états financiers et disons que je vous les émets dans un format papier. Est-ce que parce que je vous remets des états financiers sous format papier que c'est un bien tangible? La réponse est non. Vous avez surtout à consommer un service qui venait sur un support papier, mais ce n'est pas le support papier qui vous intéressait, c'est le service qui venait avec. Alors, la façon d'interpréter est importante. Donc, ici, on va négliger qu'il y a eu du papier qui a été remis, même si à la fin, c'était un bien tangible qui vous a été remis. Je vous donne un exemple beaucoup moins évident. Je donne une conférence aussi demain sur ce sujet-là des taxes de vente. Une paire de lunettes. Alors, une paire de lunettes, est-ce que c'est un bien tangible? Tous les gens à qui je pose la question me disent oui. Il faut faire attention en taxes de vente américaine, c'est parfois oui, parfois non. Alors ici, l'exemple, c'est si je vais chez mon opticien et j'achète une paire de lunettes après avoir visité mon optométriste qui m'a dit que j'ai besoin de lunettes, oui, c'est un bien tangible qui pourrait être sujetti à la taxe de vente. Par contre, si j'ai une maladie des yeux et que je suis suivi par un ophtalmologiste et que j'ai besoin d'une paire de lunettes dans le cadre du traitement ophtalmologique, à ce moment-là, la lunette est considérée l'équivalent du papier des états financiers dont on parlait tantôt. Et c'est minime comparativement au coût de l'ophtalmologiste. Et dans ce cas-ci, les lunettes sont considérées comme étant un service. Alors, vous voyez maintenant un exemple de la difficulté du système américain de déterminer que la vente s'applique sur la vente de biens tangibles qui exclut les services de façon générale. Alors, la gestion de ça est plutôt compliquée. Chose intéressante, ce que j'ai appelé le Tattletale Tax Law. Des règles, le Colorado avait adopté une règle de cette nature-là que lorsqu'on ne se conformait pas, on ne produisait pas certaines déclarations de revenus ou de taxes de vente plutôt, qu'on pourrait se retrouver à être visé par quelqu'un d'autre qui nous aurait dénoncé, qui, cette personne-là, pourrait avoir droit à des récompenses. Pour avoir dénoncé quelqu'un d'autre. Alors, on a des équivalents dans quelques États de ces règles-là. Des exclusions. Alors, la vente de biens tangibles sera exempte lorsque le bien est destiné à la revente. Alors là, il faut comprendre, ceux qui sont plus vieux, genre moi et Vincent, se souviendront qu'au Québec, à une certaine époque, on avait un système qui est identique au système américain, donc avant l'arrivée de la TPS-TVQ. La Avant que tu ailles taxe de plus loin, vente. Robert, avant que tu Oui. ailles plus loin, la différence entre toi et moi au niveau de l'âge, c'est que toi, c'est en canadien, tandis que moi, je le calcule en US, mon âge. Alors, ça me donne environ 38. Alors, le système actuel au Québec est relativement simple. On charge la taxe à tous les niveaux et on reçoit un crédit lorsqu'on fait les achats. Aux États-Unis, c'est pas ça. La taxe s'applique une fois à l'utilisateur final. Donc, on ne doit pas charger la taxe lorsqu'il y a des intermédiaires. Donc, si je fabrique un bien, je fabrique un crayon, je le vends à Walmart, Walmart le revend au client, seul Walmart doit percevoir la taxe de vente à la fin. Moi, lorsque je vais en Walmart, Walmart doit me donner un certificat d'exemption et Walmart, sur son certificat, indiquera que c'est un bien qui est destiné à la revente et c'est pour ça que moi, je n'ai pas à percevoir la taxe de Walmart. En l'absence de ce certificat, je dois percevoir la taxe. Ce qui est encore plus embêtant, depuis 2 ou 3 ans, plusieurs États ont pris la position que pour que cette exemption s'applique, je dois être en possession du certificat au moment de la vente. Alors, je reviens, si vous avez fait des ventes aux États-Unis je continue mon exemple, Walmart, donc peu importe qui serait votre retailer, votre détaillant aux États-Unis, donc vous vendez au grossiste ou peu importe qui lui revend, si au moment où je fais cette vente, je n'ai pas de certificat d'exemption, et disons que je viens d'apprendre la règle aujourd'hui, je veux retourner dans le passé, je dis hey, tel client, peux-tu me donner un certificat d'exemption pour les ventes du passé? Dans certains États, l'exemption sera applicable seulement à compter du jour où vous obtenez votre certificat d'exemption. Alors, il faut l'obtenir le plus rapidement possible, ce certificat d'exemption. De notre côté, c'est probablement la partie la plus en croissance de notre pratique, la gestion des taxes de vente de nos clients. Alors,
Évidemment, il y a des biens qui sont exclus. On pourrait parler de nourriture, par exemple, médicaments, donc qui sont pas taxables à la base, donc pour lesquels on n'a pas besoin d'obtenir de certificat d'exemption. Robert, est-ce que Oui, ça s'appliquerait, par exemple, entre deux sociétés, entre deux filiales, s'il y a une vente entre deux filiales, oui, tu as besoin de ton justement? certificat. Tu as besoin de Non, ton je parle, certificat. si c'est pas pour revendre, là, si c'est par exemple des véhicules que tu vends de la filiale, puis tu les envoies à la société mère pour fin de gestion, est-ce que ça s'appliquerait à ce moment-là? Donc, La l'utilisation, taxe de vente? ce que j'essaie de comprendre, c'est qui utilise le bien dans son entreprise. Alors, si tu me dis, bon, j'ai une filiale à la mère ou la mère à sa filiale, Mhm. la filiale utilise le bien pour elle. Donc, c'est elle qui utilise le bien. Alors, à ce moment-là, oui, il faut percevoir la taxe à ce moment-là. Même C'est si elle sont deux l'utilisateur. sociétés liées? Exact, ça n'a aucune importance. La première doit charger la taxe à la deuxième si la première a nexus dans l'État où c'était vendu. OK, puis si, par exemple, ça va être elle qui a vendu, qui va continuer à l'utiliser après, ou si c'est ni une ni l'autre Une qui location? utilise le véhicule. Non, mais c'est comme des véhicules qui sont là, qui peuvent être utilisés par un propriétaire ultime qui est même pas, qui est plus loin, par exemple, mais ils sont comme là un peu en entreposage. C'est pour de la Écoute, business, rien. ce que je te propose, c'est vraiment un cas très, très spécifique. Si tu veux m'écrire ou Ouais, me parler après cet après-midi, ça va être plus simple. Je ne veux pas prendre le temps de tout le monde, mais c'est très, très spécifique comme exemple. Alors, l'idée, c'est que la taxe, elle est payable par l'utilisateur final du bien et OK, le vendeur a une obligation de percevoir la taxe si le vendeur a un nexus dans l'État, donc une présence dans l'État. OK, c'est bon. Alors, ne te gêne pas pour m'appeler là, plus spécifiquement. Je voudrais Parfait. juste faire une petite intervention, encore là au niveau pratique, en ce qui concerne la taxe de vente, le phénomène de la taxe de vente aux États-Unis, dans le day-to-day. Moi, ça fait 24 ans que j'habite au Delaware. Puis le Delaware, c'est un des 5 États où il n'y a pas de taxe de vente. Donc, une taxe de vente à 0%. Et je suis environ à 10 minutes du centre d'achat le plus payant aux États-Unis, au pied carré, qui est situé sur l'autoroute qui mène du nord au sud, la I-95. Et c'est un centre d'achat qui est bondé, surtout dans le temps des fêtes. Ça prend environ 15 policiers, 15 state troopers pour faire juste la circulation autour du centre d'achat. Et le phénomène d'absence de taxes de vente est absolument énorme, l'impact au niveau du Delaware. Quand Apple lance un nouveau iPhone, on voit des groupes, notamment de Chinois, il y a pas une question de discrimination, c'est ce que moi j'ai vu, qui viennent de New York et qui sont des revendeurs et qui peuvent venir acheter 2 à 3 000 iPhones chacun, tous payés en cash. Pourquoi? Parce que la taxe de vente dans l'État de New York, n'importe quoi est 8, plus élevé que la taxe de vente au 8%. Delaware. Alors donc, c'est pour ça que c'est un phénomène qui est très fort. On a des clients, nous, qui se sont fait livrer des choses ici parce qu'il n'y avait pas de taxe de vente. Alors, et à ce moment-là, j'ai un client, entre autres, auquel je pense, qui a son entreprise dans l'État de New York, mais qui fait des installations dans DC, donc District of Columbia, donc plus au sud, et le Delaware est à peu près entre les deux. Alors donc, il fait livrer son stock au Delaware. Là, il n'y a pas de taxe de vente. Et après ça, il va les installer dans la ville de Washington. Alors, c'est pour ça que ce phénomène-là est très important. Mais encore là, ce que moi, je réalise, c'est qu'il y a toujours une question d'équilibre. Exemple, en Floride, il n'y a pas d'impôt des particuliers, mais il y a une taxe de vente. Au Delaware, il n'y a pas de taxe de vente, mais il y a un impôt des particuliers. Alors, au bout de la ligne, je veux dire, il faut quand même si on veut choisir un État pour y habiter ou pour y faire des affaires, il y a beaucoup de facteurs à considérer, là, pas juste un facteur, parce qu'au bout de la ligne, il y a sûrement un équilibre qui se retrouve aussi quelque part, là. Je vois qu'il est 13h30. J'ai passé à travers le bout essentiel que je voulais passer. J'aurais aimé avoir du temps pour parler de droits successoraux et d'autres choses, mais ce sera pour une autre présentation. Alors, Bien, merci. merci beaucoup. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir été présent. Merci, Robert, de nous avoir partagé tout ton savoir. Je pense que ça a été grandement apprécié. Merci à tout le monde d'avoir été présent pour ce webinaire d'AmCham Québec et on vous invite à vous abonner à notre page et à nous suivre pour d'autres webinaires très intéressants. Merci tout le monde et bonne journée. Merci. Merci.